Christian. Alors, Christian qui est venu en voisin et qui va nous parler des Alpes, laboratoire naturel pour l'évolution des concepts pétrologiques. Merci. Bon, c'est un titre. Voilà, merci. Au besoin, je pourrais m'asseoir. Oui, ça c'est. Voilà, oui, donc c'est un titre vraiment ambitieux j'ai essayé de répondre à une invitation pressante de Gaston Godard qui me disait il faut raconter aussi l'histoire de la découverte de la coésite, ça doit être raconté. Donc, il y aura un tour sans doute excessivement personnel dans cette présentation. Bon, des éléments marquants. Alors, c'est vu avec donc un biais de praticien aussi, à peu près 4 décennies de pétrologie alpine, en gros. Je n'essayerai pas de remonter au Grubenman ou Nigli. Je pense qu'il y a d'autres personnes ici beaucoup mieux placées pour en parler, mais plutôt de voir des travaux ou qui ont pu me paraître importants sans que nécessairement j'y sois impliqué d'ailleurs. Alors, ce genre d'exercice, Martin Frey l'avait fait en 1999 lorsqu'il présentait une carte métamorphique des Alpes. Et alors, Frey et Ferrero-Mellman, voilà la liste qu'il proposait pour, disons, les principales étapes identifiées, ce qui lui paraissait important pour les Alpes centrales. Alors bon, là, on a un peu, il faut mettre en regard de ça aussi l'évolution, je dirais, des techniques. Avec, vers la fin des années 60, l'apparition de la microsonde électronique, par exemple, pour l'analyse des minéraux, le développement, l'âge d'or dans les années 70-80 de la pétrologie expérimentale, les débuts de la thermodynamique, ou l'approche quantitative, peut-être dans les années 80, Merci. Et puis, alors une étape très importante en termes d'outils, c'est le développement des bases de données thermodynamiques à la fin des années 80 et leur développement beaucoup plus important. Alors bon, ça passait pendant les années 60, aussi bien d'ailleurs dans les Alpes centrales, occidentales, une distribution de minéraux, essayer de retrouver des zones limites d'apparition, éventuellement des isogrades. Voilà. Alors, il est certain que dans les années 60 et 70, des travaux qui sont sortis clairement du domaine alpin par leur importance, c'était le travail, par exemple, pour moi, du tandem Tromsdorf-Bernard Evans sur métamorphisme prograde des roches magnésiennes, par exemple, des serpentines, avec l'élucidation sur le terrain de relations de phase entre les silicates de magnésium en anthophyllite, en statite, plus serpentine, olivine, bien sûr. Voilà, Frey identifie, lui, le métamorphisme progressif d'un niveau stratigraphique suivi depuis la diagenèse jusqu'au faciès amphibolite à travers les Alpes centrales. Et une étape importante, ça c'est une carte que c'est celle qu'il y avait dans les labos, la carte du métamorphisme alpin au millionième, 73, quand j'avais pu commencer. Voilà. Alors après, les roches ultramafiques, la cartographie tridimensionnelle des isogrades, sur les retombées du dôme du Simplon. Et puis après, l'apparition de méthodes et l'application de méthodes candidatives avec, on pourrait dire, une culmination
avec l'application justement de bases de données thermodynamiques cohérentes et de manière régionale par le groupe de Engie à la culmination tessinoise, enfin oui, les Pontines. Alors, il y a une chose qui, pour moi, était importante, même si je ne m'y suis pas intéressé beaucoup, mais je réalise à quel point c'était une référence. C'était en fait tout le travail. Oui, c'est coupé en haut, ça c'est bien dommage. Je ne pense pas que je puisse. Non, c'est irrattrapable. Bon. Oui, oui. Donc, je ne sais pas si c'est par modestie, mais disons la caractérisation du métamorphisme de bas degré, en particulier dans tout le domaine helvétique, par en partie l'école suisse, avec ce qui me frappait, moi, c'était la combinaison de techniques, l'analyse aux rayons X des fractions argileuses, quand la détail des grains, l'analyse pétrographique classique, du coup la cristallinité de l'élite, là encore par des méthodes de diffraction, et surtout l'association assez systématique de l'étude des inclusions fluides en même temps que l'étude de ces roches, avec la caractérisation déjà au moins d'une évolution thermique avec la réflectance de la vitrinite. Enfin, c'est déjà l'évolution, une sorte de graphitisation progressive de la matière organique, et aussi même déjà des isotopes stables, c'est-à-dire, bon là, le travail Tarantola 2007, c'était justement combiner aussi des isotopes stables et reconnaître finalement un changement un changement de la composition des fluides dans ces roches, et permettant finalement de poser une température de 170 degrés à quelques degrés près, en combinant toutes ces méthodes, sur le passage, disons, d'une zone à méthane à une zone à H2O. Voilà, ça, c'était aussi une référence, je dirais, qui sortait largement du domaine alpin. Et alors, la carte que présentaient Frey et Ferro-Mellman, était éditée par Martin Frey, Jacqueline Desmond, et puis c'est Franz Bauer, je pense, qui, en 1999, alors c'est au moins, c'est pas la première carte métamorphique, mais c'est intéressant de voir finalement la somme d'observations qui est représentée. Alors, bon, là, on a la structure, on reconnaît avec la ligne insubrienne, le dôme Lépontin, et puis toutes les préalpes, les chaînes des préalpes, et puis avec aussi la fenêtre de Langadine, et ça continuait avec aussi la fenêtre des Tauern. Là, le choix était fait d'une assez simple, distinguer peu des degrés métamorphiques faibles, moyens, forts, presque on pourrait dire. Et puis c'était avec un code d'âge pour les couleurs, en bleu, ce qui était plutôt un d'âge crétacé, et en jaune, d'âge tertiaire pour l'âge des métamorphismes. Avec donc là tout l'ensemble austro-alpin en bleu, là, chevauchant au-dessus de Langadine, en paraissant dans ces... Alors, si en agrandissant un peu la partie qui est encadrée, voilà, donc on aurait, oui, Zurich, tout à fait, Zurich en haut à gauche ici, et par exemple, ce qui est intéressant dans cette cartographie, et dans justement les Alpes là sont un lieu important, c'est les relations entre métamorphisme et tectonique, métamorphisme et déformation, avec en particulier, là on a par exemple toute une cartographie les limites de nappe
tout est des nappes péniques qui apparaissent ici. Et puis, on voit les structures métamorphiques tertiaires, enfin, le passage, disons, au faciès amphibolite ici, avec une progression continue du métamorphisme qui, finalement, qui est complètement indépendante des structures de nappes ici, donc avec clairement c'est le dôme, les pontins, un dôme thermique, bon, qui peut être lui-même déformé, bien sûr, mais qui est postérieur, clairement postérieur à la tectonique de nappe. Mais, alors bon, on en a une très belle illustration ici. Malgré tout, il a été question là, de tectonique, enfin de Glaris ou Glarus, voilà cette structure là, chevauchante. Justement, tout ce travail dans les zones de métamorphisme très faibles, bon, les groupes Frey et autres démontrent qu'il y a en faisant une coupe systématique ici à travers le chevauchement, qu'il y a une inversion, une discontinuité du métamorphisme, et avec les roches, voilà, où il y a, pardon, la partie chevauchante qui est aussi la plus ancienne, mais qui est aussi plus métamorphique que le pied ici. Donc, un métamorphisme transporté avec le chevauchement. Alors, dans cette carte, effectivement, il y a la représentation de l'aspect haute pression qu'on verra est simplement fait, dont là, je n'ai pas toujours assuré, est fait simplement par des hachures avec montrant un peu le degré entre plus ou moins élevé entre des schistes bleus ou éclogites. Voilà pour la partie des Alpes occidentales. Alors là, on est au contraire, je dirais, on retrouve aussi, par exemple, des métamorphismes en front de nappe ou qui pourraient être transportés. Mais ce qui est frappant, c'est que la plupart des limites ici métamorphiques sont liées aux accidents tectoniques, c'est-à-dire que on a vraiment le métamorphisme qui là est essentiellement typé, disons, de haute pression, et là aussi, on va dire, transporter le fonctionnement des chevauchements ou des failles, qui pourraient être des failles extensives et postérieures à l'essentiel de la structuration métamorphique, au moins quand elle a un caractère de haute pression. Alors il y a une carte plus récente qui est publiée en 2012 qui a fait des choix différents. Voilà, ça sera un peu le diagramme pression-température avec les différents faciès, en donnant beaucoup plus de variété aux faciès, disons, de type haute pression. C'est-à-dire qu'on peut du coup penser que dans la représentation, ça sera, on aura une meilleure qualification de ces métamorphismes d'haute pression. Le prix à payer, c'est de renoncer à montrer en même temps l'âge, et c'est pour ça qu'il y a une carte dédiée à l'âge des métamorphismes, avec les couleurs vertes ici pour le Crétacé et puis pour l'âge tertiaire d'autres couleurs. Donc, ça pourrait être une étude en soi, l'évolution des cartes métamorphiques. Alors, je vais revenir un peu. Disons, moi, j'aime aussi la notion un peu de laboratoire de terrain. Et il y a, dans les Alpes, il y a de nombreuses zones comme ça qui sont, on pourrait dire, des laboratoires de terrain où finalement beaucoup aussi de techniques se combinent.
Bon, on pourrait dire que la zone de Glarus ou de Glaris en était une. La nappe de l'Adula, qui est pas, voilà, qui est celle-ci, où on connaît, alors, représenter là les isogrades, disons, tertiaires liés à la culmination lépontine, mais il existe dans cette nappe d'Adula ce qui était identifié comme des reliques de roches de haute pression, des éclogites, associées, alors toujours intercalées dans des gneiss en général, associées avec des glaucophanes dans la partie nord de la nappe, donnant plutôt des éclogites à distène dans la partie sud, et puis où tout étant largement oblitéré, amphibolitisé encore plus au sud, avec lié aussi à cette nappe de l'Adula, nappe de Chimalunga ici, avec des gisements fameux, Alpe Arami, avec ses péridotites à grenat, et puis Cima di Gagnone, avec aussi des péridotites à grenat, mais où justement, Ivan Stromsdorf ont pu montrer que celle-ci, au moins, provenait du métamorphisme et de la transformation de serpentines et associées à des rhodingites ou autres, donc de roches qui avaient vu un fond d'océan, ou très probablement, et qui n'étaient pas des roches mantéliques. Bon, la question se pose pour Alpe Arami, qui a été qui est sans doute encore un lieu de controverse, qui ont animé, oui, depuis les travaux initiaux d'Ivan Stromsdorf, des travaux plus provocants, certains proposant des conditions de formation à 5, 6, 10, 14 kilobars pour certaines, pour des roches d'Alpe Arami. J'ai voulu mettre un travail récent de lithostratigraphie, enfin, c'est vraiment une cartographie de toute cette nappe de l'Adula, qui montre que moi, je suis impressionné, et, le degré, disons, voilà, il y a une excellente couverture cartographique du terrain, il y a une accumulation de données pétrographiques, de données aussi, enfin, étages, enfin, voilà, qui ont conduit à avoir avec des controverses un peu autour de certains voyant dans tout ce métamorphisme de haute pression antérieur au métamorphisme tertiaire, en fait une progression du nord au sud à travers toute la nappe, mais impliquant que cet ensemble était un ensemble cohérent de roches basiques qui, elles, conservaient leurs associations de haute pression au milieu de faciès plus acides, de gneiss qui, eux, avaient du mal à les conserver. Et Heinrich, bon, voilà, on proposait une explication simple en termes de déshydratation, hydratation. Ça, c'est, je dirais, c'est un corpus de données, de discussions, de controverses aussi, après avec des datations certaines identifiant des âges antéalpins dans la partie nord, et puis des âges clairement alpins dans la partie sud, conduisant certains à dire mais donc c'est en fait c'est deux ensembles distincts, c'est pas un ensemble cohérent. Et puis finalement, grâce aussi au progrès de datation, méthodes de datation qui rejoignent en résolution pratiquement l'analyse pétrologique, la lame mince, il a pu être montré que datation Samarium-Néodyme, oui, dans cette partie nord, qu'il y avait en fait par exemple deux générations de grenats, des grenats antéalpins, déjà peut-être liés à des roches possiblement de haute pression, et des grenats alpins tertiaires, enfin, liés au métamorphisme
voilà, de haute pression. Et à nouveau, au restaurant, on pourrait dire l'hypothèse de cohérence et de continuité à travers ce massif. Voilà, ça c'en est peut-être une autre illustration, la nappe de l'Adula, avec ce travail, un travail récent montrant, enfin, évoquant là toujours cette controverse entre est-ce que les éclogites, enfin, ou ces roches de haute pression basiques en général, dans un encaissant gneissique ou pellitique, est-ce qu'elles y ont été introduites ou est-ce qu'elles ont partagé la même histoire tout au long, enfin, c'est un ensemble cohérent. Il y a alors ici apportant une réponse, au moins dans le cas de Chimalunga, des roches, on regarde des roches pellitiques associées aux péridotite à Grenat, et montrant que il y avait, on pouvait remonter à des conditions de formation aussi dans les roches pellitiques qui étaient concordantes, similaires à celles trouvées dans les roches basiques et ultra-basiques à côté. Voilà pour les... Bon, ça c'est pour les Alpes orientales, enfin centrales et orientales, enfin oui, centrales essentiellement. Bon, côté Alpes occidentales, bon, comme je disais, dans les années 60, c'était les cartographies, beaucoup de... alors avec des cartes de répartition de minéraux. Bon, c'est les travaux de Jean-Michel Caron, Jacqueline Desmond, Pierre Salio, dans les zones plus internes, un Jean-Robert Kienas, ou les côtés italiens aussi, d'Alpiaz, par exemple, entre autres, la reconnaissance des éclogites. Mais dans la suite, disons, on pourrait dire, dans le début des années 70 de cette époque-là, voilà, il y a oui, on doit dire le début, si vous voulez appeler ça l'épopée de la carfolite, qui commence avec une thèse de troisième cycle de Bruno Goffet, un des derniers élèves de François Elamberger, qui c'est un plaisir d'évoquer ici. Alors, qui travaille dans la Vanoise, s'intéresse à des bauxites métamorphiques où Elamberger avait observé un minéral fibreux, on avait donné une description, on n'avait pas pu l'analyser ni le séparer, mais enfin, il l'avait vu et observé. Bon, et Goffet s'y intéresse, le caractérise et constate que c'est une variété d'un minéral qui était connu dans 2 gisements dans le monde, un minéral ferreux, un aluminosilicate de fer, connu aussi sous forme manganeuse, la carfolite au sens strict. Et alors, c'est en fait le début d'une histoire, d'une longue histoire, parce qu'il va trouver, enfin, déchiffrer en même temps les relations de phase de ce minéral qui, vu sa composition, aluminosilicate de fer, magnésium, hydraté, riche en eau, comme une chlorite, 12%, devrait avoir un rôle central dans les compositions de roches de métasédiments, des métapellites. Alors, on voit par exemple une association assez caractéristique dans les roches à quartz avec des lits de pyrophilite, les prismes de carfolite ici, et puis rosette de chloritoïde, qu'on voit peut-être mieux en lumière naturelle ici. Et puis en l'absence de quartz, c'est dans les métabauxites avec des diaspores, par exemple. Donc ça, commence à être rationalisé. Ça le conduit en 82, ouais, c'est ça toute dans cette thèse d'état où il propose une de faciès à carfolite chloritoïde dans les métapellites alumineuses. Mais à ce moment-là, il y a encore peut-être une dizaine de gisements connus ou pas, guère plus. C'est à partir de ce moment-là qu'il va sortir des Alpes, enfin, ou déjà dans les Alpes, sortir du Briançonnais et des bauxites métamorphiques, mais les chercher dans les schistes lustrés, puis ensuite sortir des Alpes. À la fin des années 70, ces minéraux sont aussi trouvés en Crète. C'est l'autre point d'appui.
Et puis après, tout le long de la chaîne tétisienne jusqu'en Oman, sont trouvés. Puis dans le Rif, en Andalousie, enfin dans les chaînes bétiques, entre autres. Puis après, des étudiants le trouveront dans des chaînes plus anciennes, juste dans Spitzberg, par exemple. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est un peu né dans les Alpes occidentales, avec au départ encore l'observation les observations d'un honnête et scrupuleux géologue, Lamberger. Bon, alors dans la suite finalement de ce travail de Goffet et par ses étudiants, ça vont donner suite à on pourrait dire, servir de base à de nouveaux outils dans les années 90. Olivier Vidal, lui, va travailler expérimentalement sur les relations de phase de carfolite, chloritoïde, sudoïte, donc ce système à bas degré, puis intégrer ça avec, développer aussi le modèle thermodynamique des foliosilicates et intégrer ça dans des bases de données cohérentes. C'est un peu à ce moment-là aussi que, par exemple, les Engi appliquent ce genre de données cohérentes dans les Alpes centrales. Philippe Agard, lui, avait travaillé sur une coupe, disons, entre le mont Genèvre et puis Ambin et le nord-ouest du massif Nambin, dans les schistes lustrés, a caractérisé vraiment un métamorphisme progressif depuis de très bas degrés, carfolite seul, sans chloritoïde, puis élosonite, puis apparition du chloritoïde, alors là peut-être avec cette fois des contacts finalement sur le dos du massif d'Ora-Meira, des unités plus pratiquement éclogitiques, mais finalement cette coupe dite du Frétève va devenir aussi un laboratoire naturel avec, c'est grâce à déjà la quantification qu'en fait Agard des relations de phase et sur cette arête, cette progression, et puis aussi parce que ces données vont servir à la calibration d'un outil basé sur la spectrométrie Raman de la matière organique dans les métasédiments et qui permet, disons, d'en apprécier la température maximum atteinte par l'évolution du spectre Raman. Je ne vais pas rentrer dans des détails, mais disons, la calibration est fondée dans les parties à basse température, en partie sur cette coupe de la thèse d'Agard. Alors voilà, c'est des conditions estimées par Agard sur cette coupe d'ouest en est. Les champs à carfolite calculés, les principales réactions. La calibration proposée par Bessac, sur laquelle tous les échantillons de schiste lustré, là, des carrés, il y en a quand même un certain. Cette coupe. Et alors cet outil va connaître un développement considérable parce qu'il est adapté à des sédiments, en particulier du type de ceux qu'il y a dans les schistes lustrés ou qu'on peut trouver dans les schistes lustrés, et du coup va trouver une application dans les décennies suivantes. Alors voilà un exemple récent là, de 2021, un travail de... J'ai un trou. Paola Manzotti, merci, et co-auteur, Michel, voilà, qui montre sous la nappe de la dent blanche, donc dans les unités, dans les divers, les schistes lustrés où on parlait d'une zone du Combin, d'une zone faciès éclogite, vous voyez toutes ces températures sont des points d'analyse, des divers échantillons. Il y a vraiment une cartographie thermique, du maximum thermique atteint dans ces unités, et qui permet finalement même d'identifier par exemple ici,
une petite unité qui a des températures significativement plus basses, là, de l'ordre de 350 à 400 degrés, que les schistes qui sont ici dessous, me semble-t-il. Oui, qui faisait l'essentiel de la zone du Combin, qui est maintenant la zone du Bi. Voilà, ça c'est un exemple. Et puis tout récemment, voilà le travail des Airview à Paris 6, où c'est carrément à l'échelle de la chaîne, de tous les schistes lustrés de la chaîne des Alpes occidentales, avec, disons, les points de mesure et les valeurs de température, puis une sorte d'interpolation qui en est faite. Alors, bon, où il est intéressant de voir aussi le rôle des contacts tectoniques, encore une fois, métamorphisme transporté ou pas, enfin, maximum thermique antérieur ou en général au mouvement tangentiel, avec malgré tout possibilité aussi de métamorphisme prograde à l'intérieur, enfin de progression à l'intérieur d'une unité. Et puis on retrouve par exemple ici, là, cette zone sous la dent blanche, une unité de basse température. Voilà, ça c'est voilà, on pourrait dire un outil né dans les Alpes, mais qui peut évidemment s'appliquer bien ailleurs. Alors, j'ai beaucoup parlé de température avec cet outil. La pression, c'est une autre histoire. Dans les zones occidentales, oui, on avait des chasseurs de minéraux enfin, de haute pression qui devaient avoir l'œil pour les reconnaître. Ils dressent des cartes de lawsonite, jadéite, prédite, pompélite, leucophane. La reconnaissance des éclogites avec leur association au schiste bleu et oui, disons un progrès. Enfin, les Alpes sont un des cas où et ça peut être montré par Béart en particulier, le fait que les éclogites peuvent être des roches métamorphiques, ce qui, dans les années 60, c'est-à-dire enfin, provenir de la transformation et pas seulement des roches du manteau, des roches basiques du manteau qui auraient toujours été dans le manteau, sauf de temps en temps remonter, enfin intercaler dans des socles, parce qu'on connaît longtemps les éclogites connus étaient souvent à distène dans des vieux socles, mais bon, dans les années 70, on réalise de plus en plus que les éclogites, enfin toutes sortes de protolithes peut être éclogitisés. Il y a des exemples de gabbros, les gabbros de la Laline ou en Norvège aussi, qu'on voit se transformer en éclogite. Alors, un des événements, c'est évidemment la découverte de l'association jadéite plus quartz dans les métagranites de la zone Césia en 73. Métagranite du Monte Mucrone, ça devient un haut lieu, évidemment, et Césia, c'est un spot, il faut y aller, avec des pressions qui, à l'époque, on a la courbe expérimentale, albite jadéite plus quartz. Pour moi, c'est encore des souvenirs d'étudiants presque à des congrès, entendre Roberto Compagnoni en disant mais oui, il y a jadéite plus quartz, écoutez, avec les températures qu'on peut imaginer, ça fait 15 kilobars, ça fait 40 km, on n'y échappe pas. Et puis ses collègues géologues disant mais les 40 km, on ne les a pas. Ça devait être encore, par exemple, ça devait être dans les années 79, 80. Et à côté de ça aussi, pour les roches basiques, les outils sont quand même barométriques, en particulier, sont pas terribles. On a aussi jadéite plus quartz, mais pour un pyroxène qui n'en contient que 50% de jadéite, souvent on a des pressions minimum de l'ordre d'une douzaine de kilobars et c'est difficile d'aller au-delà. Alors pour moi, vraiment un des travaux essentiels concernant la haute pression et les éclogites en particulier, c'est les deux papiers de Tim Holland en 79,
qui faisait sa thèse dans les Hautes-Tauern, dans la zone éclogite des Hautes-Tauern, et un travail expérimental où il a déterminé la limite supérieure de pression de la paragonite, le mica blanc sodique, l'équivalent sodique de la muscovite, et montrer que aussi que les éclogites des Hautes-Tauern qu'il étudiait étaient associées à des sédiments, étaient vraiment des roches métamorphiques, et qu'elles s'étaient formées en présence de fluides riches en eau, en particulier parce qu'il avait des veines à ophacite, dystène, quartz. Tu associes ça aux études des inclusions fluides ou à des équilibres avec les carbonates. Il peut calculer des activités de l'eau élevées. Alors ça répond à une question qui était un peu lancinante et ça clarifie, je dirais, le statut de faciès éclogite, c'est-à-dire parce que c'était des roches reconnues denses, anhydres, mais est-ce qu'elles traduisaient nécessairement des conditions de pression ou de température différentes de celles de roches associées, schiste bleu? Certains pensaient que ça pouvait simplement traduire l'absence d'eau locale ou des conditions d'activité de l'eau plus faibles. Bon, là, Rolland montre que les éclogites peuvent tout aussi bien, très bien se développer en présence d'eau, et qu'en plus, le clou de cette réaction, c'est que paragonite donne jadéite dystène à haute pression, et donc, enfin, c'est la lumière, sur les éclogites à dystène, dont on savait souvent qu'elles étaient de plus haute température que d'autres, mais d'un seul coup, elles prennent une autre signification, c'est-à-dire qu'on est, même si c'est une ophacite et pas une jadéite en présence de dystène, on est à des pressions de l'ordre de 20 kilobars et auquel arrive 19-20 kilobars Rolland dans les Hautes-Tauern. Alors c'est aussi déjà un saut en pression. Mais du coup, je trouve enfin, pour moi, ça m'a frappé, ça permettait de rationaliser les relations de phase dans ces associations éclogitiques simples, oui, avec ophacite et dystène, en donnant tout l'intérêt aussi à la présence soit de paragonite, soit de dystène, et quantifiées. Alors, en 1979, moi, je soutiens ma thèse à quelques pas d'ici, après avoir étudié. Alors, justement, j'étais content de trouver dans des roches plutôt pellitiques, des associations, de découvrir qu'elles étaient assez réactives, ou permettaient aussi de trouver des associations inhabituelles et qui pouvaient évoluer avec la pression probablement. Et le plus caractéristique, c'était l'association du talc au chloritoïde, ici, aussi bien dans les schistes lustrés éclogitiques sur le Grand Paradis, ou dans le socle, des associations, un chloritoïde très pâle, assez magnésien, du talc, la chlorite, avec des relations de phase de ce genre. Donc là, ce qui c'était significatif, l'association du talc au chloritoïde, un silicate de magnésium, un silicate très alumineux, indiquant que certaines compositions de chlorite n'étaient pas stables, ou avec du grenat même. Faisant écho aussi à des découvertes qu'avait faites Christine Miller, ou dans les Hautes-Tauern, d'associations avec talc, dystène et des chloritoïdes, talc, ici chloritoïdes assez magnésiens, éventuellement avec dystène. Donc, ce qui laissait évidemment soupçonner un rôle, ou peut-être un indicateur de pression avec la teneur en magnésium du chloritoïde, ce qui m'a poussé à partir en postdoc, parce qu'il était chez Werner Schreier à Bochum, qui était l'homme des white schist de l'association à talc-dystène, qui aussi représentait une déstabilisation de chloride quartz à haute pression, avec l'idée principale, c'était essayer de synthétiser le chloritoïde magnésien et puis de
de voir ce qu'on pouvait en tirer, établir des relations de phase de manière quantitative. Bon, le chloritoïde a résisté un peu plus longtemps. Du coup, j'avais essayé de voir si la carfolite magnésienne à haute pression était plus facile à synthétiser, ce que Goffet n'avait pas réussi à faire ici à basse pression. Là, ça a marché tout de suite. Donc, le produit de mon travail, c'était la synthèse en fait, des deux pôles magnésiens, de la carfolite et du chloritoïde, et un établissement de leur relation de phase. Alors, pour revenir finalement à la demande de Gaston, que faisaient mes compagnons de paillasse à Bochum? C'était Hans-Joachim Massonne et Peter Mierwald. C'était vraiment on faisait le gang du système MgO, L2O3 et SiO2, la MASH. Eux travaillaient sur la cordierite à plus basse pression, les relations des fingites à plus haute pression. Ils travaillaient aussi sur la transition quartz-cohésite. Mierwald venait des États-Unis et était un spécialiste de presse uniaxiale, travaillait beaucoup sur limiter les frictions dans les cellules, et c'est probablement une des déterminations les plus soigneuses de la transition quartz-cohésite jusqu'à 1600 degrés. Donc, avec ces gens-là, on passait de longues soirées à suivre les manips, on avait tout le temps d'échanger, chacun savait ce que faisait l'autre. Et donc, toutes les phases, bon, moi, pour étudier la limite supérieure de stabilité du chloritoïde, j'ai dû aller à 30 kilobars, 700 degrés, pour le voir se déstabiliser en pyrope-corindon, une réaction très simple, ça c'était superbe. Mais c'est pour dire que bon, nous étions chez nous dans le système MASH, enfin, c'était notre pain quotidien, et des phases comme les relations de phase en statite, dystène, pyrope, quartz, cohésite, chlorite, tout ça, c'est voilà. Alors, bon, je n'étais pas qu'expérimentateur, je gardais un petit coin, l'envie d'aller sur le terrain, et puis après avoir vu le Grand Paradis, je me suis dit, surtout, je vais aller voir le plus près, le Mont Rose, c'est pas loin. Dalpiaz avait dû décrire des schistes argentés et du dystène sur le flanc sud. Du coup, voilà, près du refuge Mezzalama, c'était l'occasion de retrouver ces schistes magnésiens qui ressemblaient beaucoup, enfin, dont certains ressemblaient beaucoup à ceux du Grand Paradis, où j'avais trouvé le chloritoïde, mais avec cette fois en plus l'association du dystène et du talc, du quartz, la fingite, chlorite, et aussi d'un chloritoïde assez magnésien, en présence de talc qui réagit pour former une chlorite secondaire et puis des petits grains réfringents ici de dystène. Donc on se retrouve dans une situation de ce genre, un degré certainement plus élevé et des chloritoïdes encore plus magnésiens que dans le Grand Paradis. Et c'était pour moi, ça sera dans les années suivantes, l'occasion de faire la première application des données expérimentales sur le chloritoïde magnésien et d'arriver à des pressions pour ces roches de l'ordre de 16 à 18 kilobars selon la composition du fluide qu'on peut imaginer. Alors, l'année suivante, en 82, je suis recruté au CNRS, je retrouve le labo de l'école, je repartage à nouveau mon bureau avec Bruno Goffet, et puis la campagne de terrain suivante me dit il faut aller voir dans les massifs, le troisième massif cristallin interne des Alpes, et là, toujours à la recherche de roches magnésiennes, parce que Mont Rose avait été une belle surprise. Alors la monographie, c'est Pierre Vialon, évidemment, qui avait fait sa thèse en 66. La seule illustration, enfin là je vous donne, c'est l'illustration, la seule illustration concernant des roches magnésiennes que donne Vialon, une roche qui s'appelle pegmatite noduleuse, Caseramello nodule est pratiquement leur centrale, je présume que c'est celui-ci, qu'il dit être formé que de grenat et de talc, notez les formes polyédriques, oui, un diamètre de 25 cm. Bon, moi, pour l'historique, je vous mets
la totalité finalement des lignes consacrées par Vialon à ces roches dans sa thèse. Bon, alors en particulier, il décrit, il dit au-dessus Caseramello, ouais, c'est le plus bel affleurement, et il appelle ces roches pegmatiques parce qu'il est impressionné par la taille des grenats, la taille des micas qui sont centimétriques. Il voit associer des grenats de toute taille, souvent chloritisés quand ils sont petits. Et puis du côté pétrographique, souvent remplacé par un feutrage de chlorite incolore, zoisite, talc, grande lamelle flyngite toujours, grenat faiblement rosé à incolore, et puis associé d'hystène pyroxène. Alors quand je lis ça, c'est les vraiment seules indications sur des roches. Je dis le grenat du pyrope, c'est pas possible, vu ce qu'on en sait et vu ce qu'on savait du métamorphisme alpin à l'époque. Mais pourtant, il en donne une analyse. Bon, c'est une analyse par voie humide. Maintenant, on tickerait dessus, mais enfin, ça ressemble fortement à un grenat avec sans doute des inclusions de dystène. Et il parle d'un grenat de plus de 70% de pyrope. Et puis, donc, évoquant une paragenèse précoce, disons, éclogitique, mais moi, ça me paraît difficilement vraisemblable. Mais pourtant, je dois reconnaître que ces descriptions des stabilisations aussi sont cohérentes avec l'hypothèse d'un pyrope. Et bon, je garde l'espoir qu'il ait pu avoir raison, parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment un scoop, ou un gros coup. Parce que, bon, pour nous, expérimentalement, ce qu'on savait du pyrope maintenant à Bochum, par exemple, bon, ça voulait dire au moins 700 degrés. Et il n'y a rien qui, dans les Alpes occidentales, à ce moment-là, pouvait être imaginable. Donc, automne 82, Bruno Goffet veut partir faire une semaine de chasse à la carfolite dans les Alpes du Sud. Je lui demande, je participe et je lui dis, mais il faut absolument qu'on passe un jour dans le massif d'Oramera, une journée dans le massif d'Oramera pour trouver les roches de Vialon, voir si vraiment c'est du grenat. Bon, alors, Caseramello, voilà, c'était à peu près son état en 84, mais ne figurait sur aucune carte, même les cartes détaillées de l'époque, que d'ailleurs nous n'avions pas. On avait juste une carte une carte routière pour arriver à Martignanapo. Heureusement, Vialon avait donné une altitude, et puis en cherchant donc le chemin qui montait le plus haut possible, après quelques erreurs, on finit par trouver un chemin qui remonte un torrent assez raide, et on arrive à cet endroit-là. Alors ça, c'est une photo récente, mais on se gare exactement ici, avec le minibus de Bruno. Il y avait Bill Murphy qui nous accompagnait, c'était un étudiant de Helgeson, que Helgeson avait casé chez Martine Lagache au labo pendant que lui passait son année sabbatique en Europe. Et là, le chemin franchissait un torrent là, qui coule comme ça, et à l'époque, c'était sur des rondins qui n'inspiraient pas confiance, donc on a décidé d'arrêter la voiture là. Et puis, bon, il y a trois sentiers, le chemin continue, 2 ou 3 sentiers qui partent de là. On passe au bout d'1 heure ou 2, on revient, on va explorer un peu ces sentiers, rien du tout. Et puis on se dit, quand même, on va quand même regarder ce bloc là, sur cette face-là, pas engageant, c'est une roche claire, blanchâtre, pleine de lichen, rien de remarquable. Mais sur l'autre face, un peu en surplomb, là derrière cette végétation, voilà le genre de choses qu'on pouvait voir. Alors ça, c'est évidemment une photo récente, mais c'est vraiment ce bloc où, alors à défaut vraiment de nodules, il y a des sections circulaires là, sur la tranche, avec des sortes de zonations, même blanches. Voilà, c'était d'un seul coup, on s'est dit, il n'y a peut-être pas besoin d'aller chercher plus loin. Effectivement, dans la pente raide au-dessus, dans le taillis de hêtre, il y avait on trouvait des formes de grenats, des grenats même frais, pas seulement frais. Et donc,
Voilà, ça c'est des faciès assez fins, pas très spectaculaires, une roche claire où les grenats sont millimétriques, centimétriques, mais sont incolores. Et puis, Vialon avait raison, il y a ces gros grenats, c'est bien des grenats. Il y avait le poids, la densité, en les ayant en main, la couleur. Voilà. Donc ça, c'était vraiment on rentrait curieux de voir ce qu'il y avait dedans. Parce que bon, ça me paraissait, ce qu'on savait du pyrope. Alors, les gros grenats m'avaient attiré par un minéral pourpre dedans, et les petits qui n'étaient pas spectaculaires au microscope. Bon, voilà le genre de choses qui montraient de manière assez récurrente dans un fond de quartz, des inclusions peu orientées, avec des fractures radiales autour, un minéral réfringent qui se déstabilise. C'était, voilà, vu de plus près, clairement une phase réfringente là, qui se déstabilise en fait ce qui se ressemble à du quartz autour. Et en lumière naturelle, voilà un autre exemple. Alors, il y a du... Est-ce qu'il est bloqué là? Ah non, non, ça je reviens. Ah, pardon. Voilà un autre exemple, ces inclusions en lumière polarisée, où on voit la différence, on ne voit plus la différence de relief, mais il y a de biréfringence, entre une faible biréfringence et puis ces quartz un peu palissadiques autour. Alors, au point de vue, voilà, là, avec ce que je savais disons, de l'expérience expérimentale, voyant une phase dense qui se transformait en quartz, je n'ai pas été long à penser à la cohésite. Et puis, il y a une vérification à la microsonde, SiO2, SiO2, dans les deux cas, c'était la jubilation, et puis le début d'une longue histoire qui, elle doit être pour l'essentiel écrite et publiée. Mais alors, ce qui peut... peut-être quelques réflexions à propos de cette trouvaille. Donc, l'hypothèse de cohésite m'est vite venue, mais en fait, parce que j'étais préconditionné par le travail expérimental. Je pense. Elle était dans mon système et dans mon référentiel, et il était invraisemblable pour moi qu'il puisse y avoir des pyropes dans Dorameia. Le fait d'en trouver, finalement, après, ce n'était pas plus invraisemblable de trouver aussi de la cohésite. Ça posait les mêmes problèmes. Et puis, bon, ce n'était pas du tout le cas de Vialon, évidemment, quand il les avait trouvés. C'est ce qu'il écrit en 2019. Lorsque je l'ai découvert, et même après sa détermination précise, c'est-à-dire lui ne doutait pas que c'était du pyrope, je n'ai pas su qu'en faire. Et d'ailleurs, pas plus ses contemporains, parce qu'il a distribué des échantillons dans divers labos de pétro où ils sont restés. Bon, il faut dire, je sais pas, les travaux expérimentaux, pyrope quartz, silimanite, silimanite en statite, ça doit être 1971, ici né Enzen. Donc, bon, le pyrope, c'était des grenats riches en pyrope plutôt liés aux ultra-basiques, mais à part ça. Donc, je crois, oui, le contexte de la découverte était donc essentiel pour sa réception. Alors, je ne dirais pas tout à fait pour autant qu'on trouve ce qu'on cherche, parce que je n'étais pas parti chercher la cohésite. Mais la curiosité est évidemment, d'aller voir les différents massifs, elle était un moteur efficace. Et c'est aussi, je repensais à Werner Schreier, où bon, c'est une chose que j'avais apprécié beaucoup chez lui, c'était à part sa curiosité, sa passion pour le caillou, c'était toujours à partir de l'observation du caillou qu'il
il déclenchait un projet expérimental. Bon, l'acceptation, malgré les implications assez très, très, très fortes ou un peu obligé de reconsidérer beaucoup de choses, fut relativement immédiate parce que c'était trop, comme diraient les enfants, c'était beau, c'était simple, c'était difficilement contestable. J'en apprécie d'autant plus le mérite après ça des deux découvreurs suivants qui sont David Smith au muséum dans les éclogites de Norvège et Thomas Reinecke dans les schistes lustrés, la zone de Zermatt, parce que eux, c'était pas des coésites qui pouvaient être millimétriques, c'était vraiment des petites choses, et en particulier Thomas Reinecke dans des sédiments manganésifères. C'était vraiment des toutes petites inclusions dans des tourmalines, et je me disais que moi, je serais passé à côté royalement. Il fait vraiment des observateurs. Bon, il y a un point intéressant aussi, c'est la question de la reproductibilité. En Norvège, où travaillaient beaucoup d'équipes aussi sur les gneiss de l'Ouest, pendant pratiquement 6 ans, personne n'a pu reproduire l'observation de David Smith, ce qui suscitait une certaine suspicion. Jusqu'à ce qu'une étudiante britannique, Alice Wayne, vienne et puis il découvre à nouveau et de façon beaucoup plus répandue encore, confirme complètement la découverte de coésite dans ces... Voilà, pour terminer, je ne manquerai pas de dire, voilà, le minéral pourpre qui était dans ces gros grenats est une phase nouvelle était une phase nouvelle de haute pression, de composition simple, aussi un alumino-silicate de magnésium, et donc qui fut dédié à Élan Berger. Bon, je pense que les observateurs scrupuleux et honnêtes, les Élan Berger, les Béart, les Vialon, produisent des données qui restent et sur lesquelles les générations suivantes peuvent construire. Alors, bon, après ça, c'est toute une série de pistes qui sont à partir de ces découvertes de coésite qui concernent non seulement la minéralogie de haute pression, c'est un laboratoire naturel de plus, la subduction continentale, l'exhumation à des vitesses de plaques, on parle de centimètres par an en vitesse d'exhumation, des questionnements sur l'hypothèse lithostatique, et puis aussi, ça c'est une chose très, très plaisante, le développement d'un nouvel outil, la barométrie élastique, qui est purement physique, pas du tout lié à des analyses chimiques, sur le comportement mécanique d'une inclusion dans un minéral haute cubique à partir des pressions résiduelles. Lorsque l'ensemble revient à la surface, on peut remonter à des conditions de pression, température, de piégeage complètement indépendamment de toute hypothèse chimique. Ça, voilà, il est grand temps que je m'arrête. Merci Christian de terminer en rendant un hommage implicite à Élan Berger. C'est particulièrement approprié ici. Jacques a quelque chose à dire. Je crois qu'on a assisté à une présentation historique. Et tout ce que je dirais, je dirais deux choses. C'est que lorsque Christian a trouvé donc sa coésite, pour laquelle je voudrais dire quand même, saluer que pour ces minéraux de haute pression, il y a une personne qui a été quand même assez importante, c'est de Roover, parce que c'est lui c'est en quelque sorte une séquelle des Japonais, puisque de Roover travaillait en Indonésie. Après la guerre, tous les Hollandais sont arrivés en Europe. Ils sont partis donc faire du terrain, comme ils ne voulaient pas aller en Allemagne,
ils sont partis faire du terrain dans les Alpes ou dans les Pyrénées, hein, et De Roover avait découvert la carfolite, pardon, en Indonésie. Hein, enfin bon, c'est pas ça que je veux dire. Je dirais deux choses. C'est que d'une part, quand tu as trouvé la cohésite, ça nous a obligés à refaire complètement tous nos diagrammes PT de métamorphisme, puisque avant on s'arrêtait pour les pressions à 10 kilobars, et du coup, il a fallu qu'on passe à 30 kilobars. Hein, donc, il a fallu qu'on refasse toutes les figures. Et puis simplement, ce que je voudrais dire en passant, enfin, c'est que quand tu as fait ta présentation historique, là, il y a eu une phase, enfin une étape qui a quand même été importante, c'est ce fameux profil partant de Nancy, arrivant jusqu'à Zurich, subventionné par l'OTAN, hein, qui est là, et où étaient tous les protagonistes qui ensuite ont fait parler d'eux, quoi. Et je dirais que c'était une combinaison de travaux sur le terrain, enfin d'excursions sur le terrain et de congrès avec où étaient en particulier les Américains, et ça a donné à tous les participants des liens, ça a créé des liens qui, je dois dire, durent encore. Hein, et ça a été finalement une étape extrêmement importante pour, dans ces endroits très controversés, pour remplacer l'hostilité par de l'amitié. Voilà. Donc, Philippe me prie de dire que la retransmission est interrompue. Enfin, je ne pense pas que ça change beaucoup la discussion. Voilà. Ah oui, d'accord, c'était ça.